Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La saga des Rockefeller, de Tristan Gaston Breton, lu par Julien Pilet. Prologue. Une dynastie américaine. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. En 2016, les Rockefeller de la 5e génération annonçaient au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation du climat qu'ils cédaient toutes les actions qu'ils détenaient dans des compagnies pétrolières et qu'ils sortaient définitivement des énergies fossiles. Une véritable révolution pour la célèbre dynastie, dont la fortune s'était édifiée près de 150 ans plus tôt sur l'or noir. Si elle suscita beaucoup de commentaires outre-Atlantique, cette décision eut également des effets en chaîne bien réels. Dans les mois qui suivirent, nombre de grands fonds d'investissement annoncèrent leur intention de sortir du pétrole, plongeant le secteur dans la sidération et entraînant une forte baisse du cours des actions des compagnies pétrolières. Les Rockefeller venaient de prouver qu'il fallait encore compter avec eux. La décision pour le moins iconoclaste de ses descendants aurait probablement beaucoup amusé John D. Rockefeller Sr., le fondateur de la dynastie, l'homme qui, grâce à l'or noir, était devenu dans les années 1900 la première fortune mondiale. Impitoyable en affaires et d'une froideur à terroriser ses plus proches collaborateurs et même ses enfants, Senior ne manquait pas d'humour et savait apprécier l'ironie de certaines situations. Doté d'un flair infaillible, il aurait sans doute compris qu'en tournant le dos à tout ce qu'il avait lui-même construit dans les années 1870-1910, les Rockefeller du XXIe siècle se donnaient les moyens de peser à nouveau sur la marche du monde. Cette décision aurait également beaucoup plu à son fils John D. Rockefeller Jr. Avec son air un peu égaré, ce dernier n'avait ni l'humour ni l'esprit de son père. On le disait même sinistrement ennuyeux. Mais il avait compris, dès les années 1930, que l'avenir de la famille, souillée par l'or noir, était dans la philanthropie, le mécénat, la défense de la démocratie ou la promotion du bien-être humain. À bien des égards, les jeunes Rockefeller, partis en guerre contre le pétrole, étaient ses héritiers. Avec eux, la dynastie retrouvait un second souffle qu'elle avait un peu perdu depuis les années 1980. Les Rockefeller. Rarement une dynastie a à ce point marqué l'histoire des États-Unis et même, plus largement, celle du XXe siècle. Pour le plus grand nombre, ils symbolisent l'argent, le luxe et la puissance, comme celui des Rothschild, et pour les mêmes raisons, la richesse et le pouvoir qui l'accompagnent cachent nécessairement de sombres desseins. Leur nom charrie toutes sortes de fantasmes. Encore aujourd'hui, certains leur prêtent un pouvoir occulte dont témoignerait leur rôle au sein du groupe Bilderberg et de la Trilatérale et leur appartenance soigneusement cachée et totalement imaginaire à la société secrète des Illuminati. Aux yeux des complotistes de tout poil, les Rockefeller et leurs affidés n'ont qu'un seul objectif, dominer le monde et imposer un nouvel ordre mondial contre les peuples et leurs représentants élus. On ne prête décidément qu'aux riches. La perception du nom a cependant beaucoup évolué. Aux alentours de 1900, Rockefeller était sans doute l'un des patronymes les plus haïs d'Amérique. La position de monopole que le fondateur détenait dans l'industrie du pétrole grâce au trust de la Standard Oil, les moyens qu'il avait mis en œuvre pour prendre le contrôle du secteur, guerre des prix, pressions en tout genre, négociations secrètes sur les tarifs de transport, et la révélation des méthodes employées pour éliminer la concurrence lui avait valu l'hostilité générale, celle de l'opinion publique, de la presse et de la classe politique dans son ensemble.
Qu'importait que Senior soit aussi un industriel visionnaire et qu'il ait contribué à mettre de l'ordre dans une activité totalement anarchique, donnant ainsi le coup d'envoi au modèle intégré de la production à la distribution, toujours en vigueur aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Qu'importait aussi qu'en favorisant la concentration du secteur, il est permis à de nombreux petits industriels, qui ne demandaient que cela et auxquels il fit souvent une place au sein de son empire, d'échapper à une faillite quasi certaine. Qu'importait enfin que ces méthodes aient été communes à tous les hommes d'affaires de la seconde moitié du XIXe siècle, les fameux barons voleurs, reflétant ainsi les vices et la brutalité de toute une époque. Pour une bonne moitié au moins des Américains, Rockefeller, parce que sa réussite et sa fortune étaient sans précédent encore dans l'histoire américaine, et qu'elle marquait le déclin de la figure du petit entrepreneur indépendant, propriétaire de son outil de production si cher à ses compatriotes, était le plus grand criminel de son époque, et son nom, une souillure sur le grand livre de l'histoire des États-Unis. La vie de Rockefeller n'est certes pas un champ de roses, mais il y a clairement une légende noire de l'entrepreneur. Ce fut l'une des grandes réussites de son fils John Davison Rockefeller Jr. que de donner au nom le lustre qui lui manquait. Méthodique, austère et puritain, Junior était en quête de rédemption pour lui-même et sa famille. Poursuivant et amplifiant l'œuvre amorcée par son père, il investit massivement la fortune de la dynastie dans les œuvres philanthropiques, créant ou finançant partout dans le monde toutes sortes de programmes médicaux, scientifiques, éducatifs ou culturels. C'est John Davison Rockefeller Jr. qui fut le véritable inventeur de la philanthropie à vocation universelle qu'avait seulement esquissé Senior et que pratique encore aujourd'hui un Bill Gates. Dans les années 1930, Junior était à la tête d'une constellation d'institutions de portée internationale qui construisaient hôpitaux, dispensaires, centres de recherche ou écoles sur tous les continents et se livrait au mécénat à grande échelle. Dans le même temps, il s'employa à donner corps à la dynastie, la dotant de règles et de valeurs propres à séduire les Américains. Jadis vilipendé et voué aux gémonies, le nom Rockefeller y gagna la respectabilité, suscitant l'admiration du plus grand nombre. Naguère encore traités en paria, les Rockefeller devinrent des gens d'influence devant lesquels toutes les portes s'ouvraient. Étonnant retournement de situation. C'est avec les 5 fils de Junior que la dynastie connut son apogée. Vivant au même endroit, poursuivant les mêmes objectifs et s'épaulant mutuellement pour les atteindre, ils investirent tous les lieux de pouvoir. L'un d'eux fut même vice-président des États-Unis. À la tête d'innombrables organismes, sociétés, fondations et think tanks dont les domaines d'activité s'interfécondaient, reçus partout comme des chefs d'État, y compris en URSS, un comble pour ces chantres du capitalisme. Ils créèrent un réseau qui s'étendit à la planète tout entière. Mais cette puissance finit par leur nuire. Dans les années 1970, les Rockefeller firent à nouveau l'objet de critiques, certains voyant en eux les principaux architectes de l'impérialisme américain et dénonçant l'opacité de leur empire. Plusieurs ouvrages fortement teintés de marxisme les présentèrent en capitalistes cupides, responsables d'innombrables maux sur la planète, poussant le trait jusqu'à la caricature et passant presque totalement sous silence la dimension religieuse et morale, pourtant fondamentale dans leur étonnant destin. Même la 4e génération, les enfants des 5 frères, n'hésitait plus à contester le pouvoir et les méthodes de ses aînés. Les années ont passé depuis l'époque des 5 frères. Le temps des grands accomplissements, celui où les ambitions politiques, financières et philanthropiques s'interpénétraient, semble terminé. Reste que la dynastie est toujours là, bien vivante.
Elle compte aujourd'hui près de 200 membres, dont certaines figures atypiques à l'image de Suzanne et David, très engagés dans la défense de l'environnement, de la créatrice de mode Ariana, ou bien encore de ces représentants de la génération régénérative, ceux-là même qui ont décidé de sortir des énergies fossiles. Les engagements de la famille épousent leur temps. Quant à la fortune des Rockefeller, constituée d'une kyrielle d'investissements gérés par plusieurs fonds et holdings familiaux, elle reste considérable. En 2019, elle était estimée à 8 milliards de dollars. Si l'histoire de la dynastie sort de l'ombre avec John David Sr., ce n'est pas avec lui qu'elle commence. Elle plonge ses racines loin des États-Unis, en Europe, et plus précisément en Allemagne. C'est là que s'amorce la saga des Rockefeller. Elle débute en plein XVIIIe siècle, lorsqu'un meunier protestant du Palatinat décide de quitter sa région, qui peine à se remettre des guerres qui l'ont ravagée et que secouent à intervalles réguliers de graves tensions confessionnelles, pour rejoindre la nouvelle terre promise, l'Amérique. Chapitre 1er. Les Palatins d'Amérique. Rockenfeld, à quelques kilomètres de Neuwied, en Rhénanie-Palatinat, Allemagne. Il ne reste plus rien aujourd'hui de ce modeste village, abandonné en 1965 pour des raisons administratives. Le lieu s'enorgueillit d'être le berceau des Rockefeller, qui en porte d'ailleurs, à peine modifié, le nom. La célèbre dynastie y entame son ascension à la fin du XVIe siècle, du moins en partie, car des Rockefeller ou des Rockefeller, il y en a en réalité et depuis longtemps tout autour de Neuwied, en particulier dans les anciens villages d'Elscheid, de Seggendorf et de Fahr. Au fil des générations, des alliances et des aléas de l'existence, ils ont essaimé un peu partout dans la région et y ont fait souche, menant leurs petites affaires dans la plus totale obscurité. C'est à Fahr qu'apparaît le premier ancêtre avéré du futur tycoon du pétrole. Il s'appelle Gotthard Rockefeller. De lui, on ne sait rien, sinon qu'il est né en 1590, les dates, bien sûr, sont très incertaines, qu'il est protestant et qu'il est mort à un âge canonique peut-être en 1684. Exit donc la légende des origines françaises de la dynastie, l'histoire de ces Roquefeuille de confession protestante, contraints de quitter la France après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 et qui auraient trouvé refuge de l'autre côté du Rhin. En pleine rébellion contre son père dont elle ne supportait ni les interdits moraux ni l'épouvantable réputation qui s'attachait à son nom, l'une des filles de John Davison Rockefeller Sr. avait inventé de toutes pièces ses ancêtres issus de l'aristocratie française pour donner un peu de lustre à son patronyme. William, le frère du milliardaire, y avait accordé quelques crédits, finançant jusqu'en France des recherches généalogiques, en vain. Après Gotthard viennent Johannes Peter et Johann Peter Rockefeller, premier d'une longue série de prénoms John que porteront tous les aînés de la famille. Comme leurs ancêtres, ils vivent de la terre et sans doute aussi d'un peu d'artisanat. L'histoire de la famille commence enfin à sortir de l'ombre avec Johann Peter et prend un tour radicalement nouveau. Né au début des années 1680, Johann s'est installé à Seggendorf. Il y exerce la profession de meunier, signe indiscutable d'un certain statut social. Il s'y est également marié avec une fille du pays qui lui a donné 5 enfants. À la mort de celle-ci en 1719, Johann ne reste pas longtemps veuf. En 1720 ou 1721, il épouse une certaine Elisabeth Christina, elle aussi originaire de Seggendorf, qui lui donnera 4 autres enfants, tous nés en Amérique. L'Amérique. En 1723,
Johann a en effet pris une décision lourde de conséquences, celle de quitter définitivement l'Allemagne et d'émigrer de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce que l'on n'appelle pas encore les États-Unis d'Amérique. Il n'est, à dire vrai, ni le premier ni le seul. Depuis le dernier quart du XVIIe siècle, un flot régulier d'Allemands traverse l'Atlantique pour gagner l'Amérique. Les Anglais accueillent à bras ouverts ces nouveaux venus, quand ils ne vont pas les débaucher directement chez eux, qui arrivent avec leurs familles et qui ont de réelles compétences artisanales et agricoles, contribuant ainsi au développement économique et démographique des colonies. Ils viennent du Palatinat, du Württemberg ou bien encore du pays de Bade. Parmi eux, les Palatins sont si nombreux que les Américains finiront par appliquer le terme « Palatines » à tous les Allemands arrivant sur leur sol. Qu'est-ce qui les a poussés à tout abandonner ainsi pour s'installer dans un pays qu'ils ne connaissent pas? La religion en premier lieu. Beaucoup de ces émigrants appartiennent en effet à l'une des innombrables sectes et églises dissidentes qui ont prospéré sur le terreau du protestantisme. Ils sont ménonites, anabaptistes, labadistes, quakers. Ne trouvant pas chez eux les conditions nécessaires à l'épanouissement de leur foi, parfois persécutée, ils ont décidé de rejoindre l'Amérique, nouvelle terre promise, et d'y fonder des communautés où ils pourront vivre, s'organiser et prier librement. Beaucoup également ont fui la misère, à commencer par les Palatins dont la région a subi de terribles ravages dans les années 1688-1689, le fameux sac du Palatinat, par les Français lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, avant de connaître une terrible famine en 1709 et à nouveau les horreurs de la soldatesque lors de la guerre de succession d'Espagne 1701-1714. En cette première moitié du XVIIIe siècle, le Palatinat, comme une bonne partie d'ailleurs de l'Allemagne rhénane, n'a pas fini de panser ses plaies. À Seggendorf, la vie n'est donc pas rose tous les jours pour Johann Peter Rockenfeller. L'ambiance, surtout, est détestable. Membre de l'Église baptiste comme le seront tous ses descendants après lui, il se heurte à l'hostilité des églises établies, à commencer par la catholique. Car la situation confessionnelle du Palatinat est loin d'être simple. Majoritairement protestante, mais dirigée par un prince électeur catholique, la région connaît à intervalles réguliers des tensions confessionnelles dont les calvinistes et les luthériens font systématiquement les frais. L'influence grandissante du catholicisme, les luttes d'influence que se livrent calvinistes et luthériens, les atteintes systématiques aux droits des confessions évangéliques, sans compter bien sûr les difficultés du temps, autant de bonnes raisons pour Johann Peter de quitter l'Allemagne. D'autres Rockenfeller venus du Palatinat, des cousins de ceux qui nous intéressent, ont déjà sauté le pas en 1710. Ils se sont installés à Germantown, Pennsylvanie, et il est probable que Johann Peter a eu quelques informations sur ce qui l'attendait de l'autre côté de l'Atlantique. À un âge déjà avancé pour l'époque, il a dépassé la quarantaine, il s'apprête à se lancer dans une aventure immense qui va bouleverser les destinées de sa famille. Dans le courant de l'année 1723, il s'embarque donc pour l'Amérique, accompagné de sa seconde épouse et de ses 5 enfants issus du premier lit. Partis de Hollande, leur bateau a mis le cap sur New York, la grande cité de la côte Est fondée par les Néerlandais et devenue anglaise en 1664. Mais des vents contraires poussent le navire plus au sud, vers Philadelphie, Pennsylvanie, où la famille débarque après 2 mois de traversée. La région est truffée de colonies et d'établissements allemands présents sur place depuis parfois très longtemps. Les Rockefeller ne s'y installent pourtant pas. Ils élisent domicile dans le New Jersey, à Somerville, à 70 km environ de New York. Sans doute ont-ils des contacts parmi la communauté allemande, également importante dans cette partie des futurs États-Unis. À Somerville, modeste village agricole, Peter Johann, qui n'est pas encore citoyen américain et ne peut donc posséder un bien foncier,
prend une ferme en location et commence sa nouvelle vie de fermier. On le retrouve quelques années plus tard, en 1730, citoyen à part entière de la colonie, tout comme son fils aîné Johann Peter II, né en Allemagne en 1711. Très bien intégré à sa communauté, il est devenu un pilier de l'église réformée locale. Il s'est porté acquéreur d'un domaine agricole de 110 hectares à Amwell, à une dizaine de kilomètres de Somerville, signe qu'il n'était pas totalement dépourvu de moyens à son arrivée en Amérique et que ses affaires ont prospéré. C'est la première terre possédée en propre par la famille. Une étape majeure dans la saga dont John Davison Rockefeller Sr. s'attachera à conserver le souvenir en faisant ériger en 1906 au cimetière d'Amwell un monument à la mémoire de son aïeul. Un nouveau domaine est acquis peu après, à Rocktown, comté de Hunterdon. C'est là que Johann Peter meurt en 1763, laissant à ses enfants un patrimoine foncier déjà important. Ce patrimoine, ses fils sauront le développer. À Amwell, l'aîné Johann Peter II agrandit méthodiquement la part qui lui est revenue. Lorsqu'il meurt en 1787, après avoir vécu la vie d'un fermier prospère et combattu auprès des patriotes américains lors de la guerre d'indépendance, il transmet à ses 9 enfants un important ensemble de terres. Parmi eux, William. Il est né en 1750. Il est le premier à sortir du précaré dans lequel sa famille se cantonne depuis son arrivée aux États-Unis. En 1771, il a épousé l'une de ses cousines Rockefeller de Germantown, en Pennsylvanie, où il s'est installé quelque temps. On le retrouve un peu plus tard à Taconic, comté de Columbia, New York, où il a acquis des terres qu'il exploite lui-même. Quelques années encore et le voilà membre du conseil des superviseurs chargé de gérer les affaires du comté de Livingstone, New York. William, manifestement, est un notable respecté, comme l'étaient d'ailleurs son père et son grand-père avant lui. Ayant abandonné la consonance allemande de son nom, il se fait désormais appeler Rockefeller, nom que porteront tous ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Lorsque William meurt en 1793, le 6e de ses 11 enfants, Godfrey Lewis, le grand-père de John Davison Rockefeller Sr., n'a que 10 ans. Comme son fils après lui, qui n'y parviendra pas vraiment, et comme son petit-fils plus tard, qui lui y parviendra de la manière que l'on sait, cet homme, au regard rabougri et affligé d'un éternel air de chien battu, poursuit un objectif: faire fortune. En 1806, après avoir épousé une institutrice issue d'une famille anglaise puritaine, une union que les parents de la jeune fille ont tenté en vain d'empêcher, il s'installe d'abord à Granger, dans l'État de New York, où il achète une ferme et entreprend de se lancer dans l'agriculture à grande échelle. C'est un échec. Jovial et bon vivant, Godfrey est porté sur la bouteille. Velléitaire et trop faible pour s'accommoder durablement de la dure vie d'agriculteur. Il tente cependant à nouveau sa chance à Ancram, New York, puis à Great Barrington, Massachusetts, et encore dans l'État de New York à Livingstone. Mais ces 3 tentatives se soldent par de cuisants échecs. En désespoir de cause, il embarque au début des années 1830 toute sa famille dans un chariot bâché et prend la direction de l'Ouest. Son idée est de gagner le Michigan pour y acquérir des terres. Projet parfaitement sensé au demeurant. Avec ses riches terres agricoles, le Michigan regorge de matières premières. L'inauguration en 1825 du canal Erie qui relie Buffalo sur les Grands Lacs à New York a marqué une étape essentielle. Depuis cette date, d'énormes quantités de produits agricoles affluent vers New York où ils sont transformés et réexpédiés vers l'intérieur du pays, mais aussi vers le reste du monde. L'artère prodigieuse, comme on appelle le canal, est en train de faire de New York la ville-monde qu'elle est aujourd'hui. Cela
Godfrey en a conscience, tout comme son petit-fils comprendra l'importance du transport dans le secteur du pétrole. Mais il ne pourra jamais réaliser son objectif. Selon certains, il aurait été floué des droits sur la terre qu'il avait acquise dans le Michigan par des investisseurs anglais plus avisés que lui. Selon d'autres, un homme d'affaires peu scrupuleux l'aurait convaincu d'échanger son titre de propriété contre celui d'une autre ferme située à Richford, dans l'État de New York, où naîtra plus tard le roi du pétrole. C'est en tout cas là, à Richford, qu'il meurt en 1857, ne laissant pas grand-chose à ses 10 enfants. À cette date, cela fait un certain temps déjà que le premier de ses fils, William Avery, le père du futur milliardaire, a commencé sa vie aventureuse. Du Palatinat aux États-Unis, 4 générations auront suffi à faire des Rockefeller des Américains à part entière, signe du dynamisme de la société et de sa capacité à accueillir les émigrés venus d'Europe ou d'ailleurs. Au milieu des années 1850, les Rockefeller sont implantés dans le New Jersey, en Pennsylvanie et dans l'État de New York. Ils s'y sont ramifiés et y ont fait souche. Leur nom y est connu. Prospère, la famille s'est intégrée à son pays d'accueil tout en restant fidèle à ses traditions, en particulier à la religion baptiste que Johann Peter I avait apportée d'Allemagne et qui jouera un grand rôle dans la vie de John Rockefeller. Lorsqu'il se lancera dans les affaires, celui-ci ne partira donc pas tout à fait de rien. De ses aïeux, il héritera d'un système cohérent de valeurs, d'une histoire familiale déjà bien établie, amorce de la dynastie qu'il créera, d'une foi inébranlable dans la capacité de l'individu à forger son propre destin et d'un sens des affaires qu'il portera à son pinacle. D'eux également, et en particulier de son grand-père Godfrey, qu'il aura le temps de bien connaître, il héritera d'une conviction toute personnelle, qu'un caractère bonhomme va souvent de pair avec une grande faiblesse de tempérament et qu'il faut, pour réussir, arborer un visage de marbre et cacher ses émotions. Un précepte qu'il appliquera à la lettre. Si John Rockefeller se méfie autant des caractères joyeux, c'est aussi à cause de son père, William Avery, dit Bill le Diable, un personnage au parcours sulfureux qui va profondément marquer l'enfance et la jeunesse du futur milliardaire. Chapitre 2. Bill le Diable. Sur les rares photographies que l'on a de lui, l'homme a l'air imposant. Avec son large visage cerclé d'une épaisse barbe, sa veste de belle laine et sa chemise blanche immaculée cornent au col une épingle à cravate, il respire l'honnêteté et la respectabilité. Il n'en est rien. William Avery Rockefeller, le père de Senior, est en réalité un escroc doublé d'un coureur invétéré. Il est né en 1810 à Granger, New York, où ses parents se sont installés 4 ans plus tôt et où son père tente alors, sans succès, de faire fortune. Adolescent fugueur, totalement allergique au travail, en particulier celui de la terre qui lui fait horreur, il commence vers l'âge de 20 ans une existence vagabonde à laquelle il ne renoncera jamais. Après avoir été brièvement bûcheron, une activité bien trop pénible pour lui, il s'improvise colporteur et se lance sur les routes de Pennsylvanie, du Massachusetts et de l'État de New York pour y vendre des colifichets. William est malin. Lors de ses tournées, il arbore autour du cou une pancarte sur laquelle il a inscrit « Je suis sourd et muet », ce qui lui attire la sympathie des cœurs tendres et lui permet de glaner, sans en avoir l'air, des potins et des informations locales. La supercherie marche très bien avec les Indiens, en particulier les Iroquois implantés dans le nord de l'État de New York, pour lesquels les sourds muets sont dotés de pouvoirs surnaturels. Aux babioles sans valeur,
William ajoute bientôt des produits pharmaceutiques aux vertus incomparables, des médicaments capables de guérir tous les maux et autres remèdes miracles. C'est l'époque où les chemins et les routes des États-Unis sont sillonnés par des charlatans de tout poil, qui proposent aux fermes et bourgades isolées, mais aussi aux Indiens, des médications imaginaires, simple mélange d'alcool, d'essence de plantes et de quelques ingrédients achetés dans les pharmacies locales. William est l'un d'eux. Débrouillard, hâbleur et dénué de scrupules, il se prétend médecin, se fait même appeler Dr Livingstone, et enchaîne les kilomètres à bord de son chariot bâché, vendant à tous les naïfs des flacons d'un élixir de son cru, n'hésitant pas non plus à donner des consultations médicales pour la somme faramineuse de 25 $. C'est en 1836, au cours de l'une de ses tournées, alors qu'il opère du côté de Richford, où ses parents sont à présent installés, que William entreprend de courtiser Eliza Davison. Née en 1813, elle est la fille de fermiers prospères d'origine écossaise appartenant à l'église baptiste. Son père a beau flairer l'escroc derrière le colporteur et faire tout son possible pour écarter sa fille de ce charlatan, rien n'y fait. Élevée de manière très stricte, très pieuse, et n'ayant guère l'occasion de s'amuser, Eliza tombe aussitôt sous le charme de ce beau parleur bien vêtu, aux poches toujours pleines de dollars, qui taquine le violon et lui promet monts et merveilles. En réalité, seul l'argent des Davison intéresse William. Peu de temps auparavant, en arrivant à Richford, il avait jeté son dévolu sur une autre jeune fille, une certaine Nancy Brown, puis, apprenant qu'elle n'avait pas un sou, l'avait délaissée pour s'intéresser à Eliza que l'on disait bien dotée. À bord de son chariot, il avait alors poussé jusqu'à la ferme Davison pour y faire son boniment et tenter de se faire remarquer par la jeune femme, avec succès. En moins d'1 an, l'affaire est consommée, si bien que le 18 février 1837, William épouse Eliza, à laquelle son père a donné la somme importante de 500 $. Voilà notre homme marié, installé à quelques kilomètres de Richford, dans une petite maison de bois située sur une colline et composée d'une salle de séjour, de 2 chambres et d'un dortoir à l'étage, le tout entouré d'un terrain de 25 hectares. Il a même poussé la délicatesse jusqu'à embaucher une femme de ménage, afin de décharger sa jeune épouse des tâches les plus ingrates, femme de ménage qui n'est autre que Nancy Brown, devenue sa maîtresse et à laquelle il fera 2 enfants. Eliza n'ignore rien de ce qui se passe sous son toit. Curieusement, elle s'entend même bien avec Nancy, l'aidant à mettre au monde ses enfants et hébergeant tout ce petit monde durant 2 ans. Solidarité de femmes abusées et abandonnées? Charité chrétienne? Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, sitôt mariée et après avoir conçu un premier enfant légitime, Lucie, née en 1838, William a repris la route. Il est désormais absent des mois durant, ne revenant à Richford que pour donner à sa femme l'argent qui lui permettra de tenir jusqu'à son prochain séjour. Les affaires du docteur Livingstone ont l'air prospères. Que fait-il? Du colportage d'herbes médicinales et de médications, mais pas uniquement. Sans doute aussi des trafics moins recommandables, par exemple de chevaux volés, et des spéculations sur tout ce qui a un peu de valeur, qu'il s'agisse de bois de charpente, de sel ou de terre. Quand il ne fait pas des affaires, William court les aventures, multipliant les liaisons. En 1839, il emménage avec sa famille dans une confortable maison de 7 pièces, environnée d'un terrain de 38 hectares situé à Moravia, dans le comté de Cayuga, à une 50aine de kilomètres de Richford. Les premiers colons se sont installés là à la fin des années 1780 et au début des années 1830. Le modeste village est devenu un petit bourg. Eliza apprécie l'endroit qui se trouve tout près de la demeure de ses parents. C'est là que John Davison Rockefeller, le futur roi du pétrole, vient au monde le 8 juillet 1839.
deuxième enfant de William et Eliza, et quatrième de William en comptant ceux qu'a eu Nancy Brown. 4 autres enfants légitimes suivront, 2 filles et 2 garçons. Lorsqu'il est de passage, William a tout du citoyen, du père et de l'époux exemplaire. Très impliqué dans la vie de sa famille, il s'intéresse à son foyer et suit de près les destinées de sa progéniture. Il accorde notamment, et accordera toujours, une grande attention à l'éducation de ses enfants. Il boit très peu et jamais devant eux. Pas question en revanche de travailler de ses mains. Ce serait indigne de lui. Pour s'occuper de la maison et de la terre qui l'entoure, il a embauché, outre une domestique, un ancien employé des chemins de fer, un certain Hiram Odell, qui a reçu mission de surveiller la famille lors de ses absences et de s'occuper des tâches pénibles. Avec ses voisins et les habitants du bourg, William se montre tout aussi jovial et amical, les conviant à de véritables festins et les régalant de ses aventures sur les routes. Certains le considèrent même comme l'un des hommes les plus éminents de la communauté. Il s'investit d'ailleurs beaucoup dans cette dernière, allant jusqu'à prendre en main la construction de l'école du bourg et à organiser un négoce de bois qui profite à tous ses concitoyens. Quant à son style, il est atypique. Toujours vêtu avec soin, portant épingles à cravate et montre en or, montant de magnifiques chevaux, il règle sans regarder les dépenses qu'Eliza a dû faire en son absence à grands coups de billets de banque et va jusqu'à exhiber d'authentiques diamants. D'où viennent-ils? Les a-t-il achetés? Acquis pour prix de ses services? Ou s'agit-il de recels de biens volés? Mystère. À Moravia, on l'appelle Big Bill, mais aussi, de plus en plus souvent, Bill le Diable, en raison de sa réputation sulfureuse et des rumeurs sur l'origine de sa fortune. Lui n'en a cure. Après quelques semaines en famille, il reprend à nouveau la route pour se livrer à ses innombrables trafics et à son passe-temps favori, les aventures extra-conjugales. Mais il était dit que William ne pourrait longtemps échapper au scandale. Il éclate en 1849, lorsque le tribunal local l'accuse d'avoir violé une jeune domestique tout juste embauchée. Déjà en froid avec son gendre, le vieux Davison, le père d'Eliza, refuse de payer la caution, exigeant même de la justice qu'elle récupère par la force le montant d'un prêt que Big Bill ne lui a jamais remboursé. Eliza verra ainsi débarquer chez elle un matin des hommes de loi venus saisir quelques objets de valeur appartenant à son mari. Craignant de passer quelque temps derrière les barreaux, William, lui, s'est empressé de quitter seul la ville. Il ne sera jamais inculpé. Lorsqu'il réapparaît en 1850, c'est pour s'installer à Owego, à 80 km de Moravia. La ville est importante. Raccordée au canal Erie et au chemin de fer qui la relie à New York, elle est en plein développement depuis le milieu des années 1840. Un site idéal pour William. Il n'y reste cependant pas longtemps. 3 ans plus tard, il impose à sa famille un nouveau déménagement, cette fois à Strongsville, près de Cleveland, Ohio. Une cité par où transitent les flots d'Américains qui partent à la conquête de l'Ouest et où Big Bill est assuré de faire de bonnes affaires. Ces trafics de fait ont l'air de bien se porter. Il se présente désormais comme un spécialiste reconnu du cancer. Dans les villes où il passe, il loue une chambre d'hôtel et reçoit des dizaines de patients auxquels il n'oublie jamais de vendre ses mixtures. Ses voisins assurent que c'est un homme riche. Eliza et les enfants semblent d'ailleurs ne manquer de rien. À Strongsville, ils habitent cependant une maison plus modeste que celle qu'ils occupaient à Owego, signe peut-être que les affaires de Bill le Diable ne sont pas aussi bonnes que par le passé. Pour des raisons financières, William finira par installer sa famille à Parma, dans la proche banlieue de Cleveland, dans une petite ferme environnée d'un terrain de 4 hectares. En cette première moitié des années 1850, Eliza ne voit plus son mari dont les absences sont de plus en plus longues. Il faut dire que Bill le Diable a la tête ailleurs. En 1852, lors d'une tournée dans l'Ontario, Canada,
il a rencontré une jeune femme de 17 ans, Margaret Allen, qu'il a embobinée et qu'il finit par épouser en 1855 sous le nom de Livingstone. L'affaire ne sera révélée par la presse que 2 ans après sa mort en 1908. Pour l'heure, le voilà bigame, contraint de partager sa vie, son temps et son argent entre l'Ontario et l'Ohio. À Parma, il ne passe plus que quelques jours par an, réglant les affaires domestiques avant de repartir aussi vite. Lorsqu'Elisa fait mine de l'interroger, il invoque les nécessités du commerce. Il n'est guère plus présent avec Margaret, avec laquelle il n'aura aucun enfant. À dire vrai, William se lasse vite du confort et de la routine de la vie de foyer. Il préfère sillonner le Grand Ouest à bord de son chariot bâché. Afin de l'aider dans ses escroqueries, il a même embauché un jeune assistant, à qui il fera payer fort cher sa formation. Il n'y a pas de petit profit. Au milieu des années 1860, Bill le Diable disparaît de la circulation. Elisa ignorera jusqu'au bout la double vie de son époux. Mais elle ne se fait plus guère d'illusions sur son mari, cet homme aussi instable que l'était son propre père et qui n'a cessé de l'humilier. Depuis son mariage, elle s'est habituée à vivre seule, à tenir seule le foyer familial et à élever seule, ou presque, sa progéniture, ne se formalisant ni des longues absences de William, ni de ses retours aussi subits qu'inattendus. Avec le temps, son visage en lame de couteau s'est refermé et s'est durci, ne laissant plus passer la moindre émotion. Jamais pourtant elle n'a songé à le quitter, soucieuse de protéger l'avenir et la réputation de ses enfants. Ces derniers, en revanche, adorent leur père, en particulier John Davison, qui l'idolâtre. Lors des interviews qu'il donnera à William O. Inglis entre 1917 et 1920, l'industriel transformera même son père en une sorte de héros, un homme avec un large sourire, un corps athlétique, des yeux brillants, capable de sauter en arrière par-dessus une barrière, qui n'avait peur de rien et à qui rien ni personne ne pouvait résister. Comment s'étonner d'une telle adoration ? Lors de ses brèves apparitions en famille, Big Bill se montre enjoué avec ses enfants. Il les emmène à la pêche ou à la chasse, leur joue des airs de violon ou se livre devant eux à d'étonnants numéros de ventriloque. Rien à voir avec Elisa. Pieuse et stricte, celle-ci a pris en toute chose l'exact contre-pied de Bill le Diable, donnant à ses enfants une éducation austère. William et Elisa. Du premier, John Rockefeller va hériter d'un incontestable sens des affaires, mais c'est de sa mère qu'il va tirer l'essentiel des valeurs et des principes qui guideront sa vie. Chapitre 3. Une excellente femme. Dans la première moitié des années 1850, tous ceux qui croisent John Rockefeller sont impressionnés par le sérieux émanant de sa personne. Il marchait lentement et semblait toujours plongé dans ses pensées, se souviendra plus tard une connaissance de jeunesse. À 15 ans à peine, il est né en 1839, il paraît bien plus que son âge. Avec son visage mince et étroit, son air austère, ses lèvres fines et ses yeux inexpressifs, il ressemble de manière frappante à sa mère dont il semble avoir hérité le caractère renfermé. Tout le contraire de Big Bill, dont la tête massive, le caractère enjoué et les vantardises font le bonheur de ses concitoyens. Deuxième enfant légitime et fils aîné de William et d'Elisa Rockefeller, John Davison a connu une enfance étrange entre un père adoré mais toujours par monts et par vaux, et une mère accaparée par ses devoirs et qui semble expier sa faute originelle, celle d'avoir épousé contre l'avis de son père le bonimenteur Rockefeller. Du premier, John Davison ne sait pas grand-chose sinon qu'il fait des affaires un peu partout dans le pays, mais lesquelles exactement, il l'ignorera longtemps,
et qu'il n'oublie jamais de lui glisser une pièce d'or dans la poche lorsqu'il rentre de ses tournées, signe que les dites affaires sont plutôt prospères. Parfois le soir, William énonce à son intention sur un ton sentencieux quelques maximes propres à le faire réfléchir sur la marche du monde. « Méfie-toi de la foule. Si tu veux que ton entreprise prospère, sois sur place très tôt le matin et fais-la démarrer toi-même le matin. Ne fais jamais comme les autres, suis ton propre chemin. Ne fais confiance à personne, pas même à moi. Paie tes dettes, réclame ton dû. » Telles sont quelques-unes de ses phrases préférées. À ces conseils qui ne brillent pas par leur originalité, mais que le futur industriel n'oubliera jamais, Big Bill ajoute quelques travaux pratiques. Dès l'âge de 8 ans, John Davison, et plus tard ses frères, William, Junior et Frank, est initié par son père aux réalités des affaires, et en particulier aux secrets de l'achat et de la vente. William, en l'espèce, ne s'embarrasse guère de scrupules. Lorsqu'il marchande quelques babioles avec son fils, il fait tout pour le gruger, persuadé que son aîné a tout à gagner à se frotter à la brutalité du monde des affaires. « Je filoute mes garçons chaque fois que je le peux. Je veux en faire des durs à cuire », avouera-t-il un jour à des voisins. Atypiques, ces méthodes font forte impression sur John Davison. « Mon père était un véritable homme d'affaires. Je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a appris les principes et les règles qui régissent le monde des affaires, dira-t-il bien plus tard. » De fait, le futur roi du pétrole se révélera un négociateur aussi rusé qu'impitoyable, prêt à toutes les manœuvres pour parvenir à ses fins. Sa mère non plus n'est pas avare de maximes issues de la littérature puritaine. À gaspillage éhonté, honteuse pauvreté. Au gaspillage suit pénible carence, lance-t-elle ainsi à ses enfants. D'une grande piété, Élisa tient son foyer d'une main de fer, faisant régner une stricte discipline et n'hésitant pas à punir tout écart par le fouet. Bien des années plus tard, devenu riche et célèbre, John Davison évoquera ce jour où sa mère lui avait donné le fouet pour une faute qu'il n'avait pas commise. Ayant finalement reconnu son erreur au beau milieu du châtiment, elle avait tout de même refusé de l'interrompre. « Tant pis, nous avons commencé cette séance de fouet, elle comptera pour la prochaine fois, » lui avait-elle dit. Au sein de la fratrie, John Davison tient une place un peu particulière. Parce qu'il est l'aîné des garçons, sa mère l'investit très tôt de certaines responsabilités, à commencer par celle de veiller sur ses frères et sœurs, de répartir entre eux les petites tâches ménagères et de s'assurer qu'ils respectent bien les règles du foyer, comme celle qui interdit de pénétrer dans la maison avec des chaussures sales. Les dimanches, on peut également le voir à Moravia, sortir et conduire lui-même l'attelage avec lequel la famille se rend à l'église. Il n'a pas 10 ans. Ainsi se forge au contact de sa mère et des réalités domestiques, mais aussi, en l'absence du père, le tempérament de John Davison, sérieux, patient, méthodique et pénétré de l'importance de ses devoirs. Est-ce parce qu'il lui ressemble au physique comme au moral et qu'il supplée efficacement Big Bill? Élisa se sent en tout cas très proche de son aîné. Très tôt, elle lui inculque le sens de l'économie, recourant comme William le fait lorsqu'il est là aux travaux pratiques. La vie de John Rockefeller regorge d'anecdotes sur les petits trafics auxquels il se livre dès son plus jeune âge, avec la bénédiction de sa mère et sur son sens précoce des affaires. Comme celle de ses sucreries achetées à l'épicier du village et revendues à ses camarades d'école avec un petit bénéfice, ou celle de ce troupeau de dindons que lui confie Élisa avec mission de le faire fructifier. Après avoir soigné les volatiles et veillé sur les couvées, le jeune garçon les revend à des voisins, là encore avec un bénéfice confortable. Obéissant aux préceptes de sa mère,
John Davison prend en outre très tôt l'habitude d'épargner quelques cents sur les petits travaux qu'il effectue ici ou là. Une histoire célèbre, racontée par lui-même, veut qu'ayant réussi à mettre $50 de côté, il les ait prêtés à un fermier des environs au taux de 7%, avant de récupérer la somme au bout de quelques mois augmentée de $3,50. Pour l'adolescent, c'est une révélation. C'est à ce moment que je décidai de faire travailler l'argent à ma place, écrira-t-il dans ses mémoires. Vraies ou fausses, ces anecdotes allaient contribuer à la construction de l'image de Rockefeller, celle d'un génie précoce des affaires. Elles sont révélatrices du climat dans lequel grandit le futur industriel du pétrole. Un mélange de pragmatisme et de morale dans lequel l'argent, les moyens d'en gagner et de le faire fructifier occupent une place centrale. Les leçons de William et les préceptes d'Elisa vont jouer un rôle majeur dans la prodigieuse carrière de Rockefeller. Et puis, il y a la religion, le baptisme, commun à William et Elisa. Mais autant le premier ne fait aucun cas des principes moraux qui le fondent, crainte de Dieu, rigueur, maîtrise des instincts, refus de certains plaisirs comme le tabac, l'alcool ou les jeux de cartes, éthique du travail, modération dans la jouissance égoïste des biens, devoir de charité, dévouement aux autres, autant la seconde en a fait une règle de vie. Au contact de sa mère, John Davison s'en imprègne lui aussi. De sa vie, il ne fumera, ne boira, ni ne jouera, pas plus qu'il ne fréquentera les théâtres ou les salles de spectacle. Adolescent, il est déjà un pilier de l'église baptiste qu'il fréquente assidûment. Il sera baptisé par immersion en 1854. Il peut y entendre le dimanche le pasteur encourager ses ouailles à gagner de l'argent, mais aussi à le donner. Car si pour les baptistes, l'accumulation de richesses est un bienfait, la charité en est un plus grand encore. Gagnez de l'argent, gagnez-le honnêtement, puis donnez-le intelligemment. Ce genre de propos reviennent régulièrement dans la bouche des hommes d'Église. Elisa elle-même donne tout ce qu'elle peut. Cette exigence morale accompagnera Rockefeller tout au long de sa vie. Les engagements philanthropiques de l'industriel trouvent là leur origine. En 1855, John Davison a 16 ans. C'est un jeune homme mince, à la frêle silhouette et au visage pâle. William ne donne plus signe de vie, se contentant de rares passages et de quelques lettres hâtivement rédigées. Tout au long de son enfance et de sa jeunesse, le jeune homme a vu sa mère supporter en silence les humiliations que lui infligeait son mari, les ragots des voisins et les rumeurs en tout genre. Il l'a vu tenir le foyer, se dévouer pour ses enfants et donner aux autres tout ce qu'elle pouvait. Il a vu enfin cette femme de devoir qui sourit, passer de longues heures le soir assise dans un fauteuil à bascule, les yeux fixés sur le feu, la Bible sur les genoux et une pipe en maïs entre les dents, sa seule entorse au précepte du baptisme. Il n'oubliera jamais l'atmosphère d'instabilité et d'inquiétude perpétuelle que son père a fait régner dans la famille. Marqué par la force de caractère de sa mère, il aura toujours un très grand respect pour les femmes, se distinguant en la matière des autres barons voleurs. Il sera en toutes choses un père et un époux modèle. Cette même année 1855, alors que William file le parfait amour avec Margaret Allen, qu'il s'apprête à épouser clandestinement, John Davison obtient son diplôme de la High School, lycée de Cleveland. Il a jusque-là connu une éducation soignée, à l'école primaire de Moravia, bâtie par son père, puis à Oswego, où il a fréquenté le collège. Il ne s'y est pas révélé très brillant. Il a même du mal à apprendre, mais y a fait preuve d'étonnante disposition pour les mathématiques et le calcul mental. Elles lui seront bientôt très utiles, ainsi qu'un grand amour pour la musique,
Il prend d'ailleurs des leçons de piano et chante à la chorale de l'église. Il est curieux, concis, clair et rigoureux et ne se départit jamais de son air sérieux. Pour le reste, le jeune garçon dénote. Il est réservé, ne pratique aucun sport, a peu d'amis et s'empresse après les cours de rentrer chez lui où l'attend son lot de tâches domestiques. Ses rares moments de liberté, il les consacre à l'église et à de longues promenades dans la nature. À la High School de Cleveland, où il entre en 1853, il se montre un peu plus ouvert. Il a un ou deux amis, notamment Mark Hanna, futur sénateur républicain de l'Ohio. Il fréquente également Lucy Maria Spellman, qui lui présente sa sœur cadette Laura, qui deviendra un jour son épouse. À William Inglis, qui l'interviewera plus tard, Lucy Spellman racontera que le futur industriel se montrait rarement joyeux et qu'il était, comme elle et toute sa famille, violemment opposé à l'esclavage. Avec les sœurs Spellman, cependant, Rockefeller entretient des relations encore très formelles. Il a en revanche une amourette avec une certaine Melinda Miller. Mais la mère de la jeune fille a vite fait d'y mettre bon ordre, persuadée que ce jeune homme réservé et au regard froid n'a aucun avenir. Elisa veille au grain, soucieuse que son fils ne perde pas son temps à fréquenter les filles. De toute façon, John Davison ne songe guère à fonder une famille. Si on ne le voit jamais à la bibliothèque, il se passionne pour la vie économique de Cleveland, pour ses commerçants, ses usines et ses banques. Il posera plus tard les premières pierres de son immense fortune dans cette ville en pleine effervescence. Elisa aurait aimé que son fils poursuive ses études à l'université, lui-même y était plutôt favorable, mais William en décide autrement. En mai 1855, Bill le Diable adresse à son fils une lettre dans laquelle il lui demande de trouver un travail. Pour quel motif ? Il ne le précise pas. Ce que ni John Davison ni sa mère ne peuvent savoir, c'est que William, qui a désormais 2 foyers sur les bras, n'a plus les moyens de payer des études à son fils. Pour le préparer à la vie professionnelle, il l'inscrit tout de même pour 3 mois au Folsoms Commercial College de Cleveland. John Davison y apprend la comptabilité, le droit du commerce et un peu de droit bancaire. Un bagage indispensable pour toute personne souhaitant postuler à un bon emploi dans l'une des nombreuses entreprises de Cleveland. À la mi-août 1855, John Davison quitte définitivement les bancs de l'école. Chapitre 4. Mon destin est d'être riche. Le 26 septembre 1855 au matin, John Davison Rockefeller pousse la porte de la firme de négoce Hewitt & Tuttle, dont les bureaux sont situés Mervyn Street à Cleveland. Cela fait maintenant 6 semaines que le jeune homme, revêtu d'un costume sombre qui accentue la pâleur de son visage, fait le tour des entreprises de la ville en quête d'un emploi de comptable. Ambitieux, il a concentré ses efforts sur les compagnies les plus importantes, banques, chemins de fer, grandes industries, négligeant les petites entreprises qui, pense-t-il, n'ont guère à lui offrir. En vain jusque-là. Personne n'a besoin d'un comptable débutant de 16 ans. Comme il l'a fait déjà, John Rockefeller s'est présenté spontanément chez Hewitt & Tuttle. Cette fois, il a de la chance. Henry Tuttle accepte de le recevoir. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est au tour d'Isaac Hewitt de s'entretenir avec lui. L'air sérieux du jeune homme, la détermination qui émane de sa personne, son écriture qui doit être bien lisible, ce que les 2 associés prennent soin de vérifier, et ses connaissances en comptabilité qui semblent solides emportent l'adhésion des 2 associés. Le jour même, John Rockefeller est embauché chez Hewitt & Tuttle. Il touchera $50 pour les 3 premiers mois, puis, après cette période d'essai, $25 par mois. John Rockefeller considéra toujours cette date comme l'une des plus importantes de sa vie.
Devenu l'homme le plus riche du monde, il fera hisser chaque 26 septembre un drapeau dans sa propriété pour en conserver le souvenir. La firme où le jeune homme fait son entrée en cette année 1855 est une importante affaire de courtage en céréales et en produits agricoles. Elle ne manque pas de travail. Depuis l'inauguration en 1825 du canal Erie qui relie l'Atlantique au lac Erie, puis en 1835 du canal de l'Ohio, Cleveland est étroitement relié au port de la côte Est et vers l'ouest à l'intérieur du pays. Ces deux ouvrages ont permis de diviser par près de 10 le prix du transport par tonne et par 4 les temps de trajet jusqu'à New York. Par Cleveland transitent désormais des quantités croissantes de blé, d'avoine, de maïs, de farine, de viande ou de bois venus du Middle West, mais aussi du minerai de fer en provenance du lac supérieur. Résultat, la ville n'a cessé de croître. Entre 1830 et 1855, sa population est passée de 1000 à 30 000 habitants, tandis qu'une véritable zone industrielle s'est développée sur les rives du lac Erie. Avec ses usines métallurgiques, ses aciéries, ses chantiers navals et ses fabriques en tout genre, Cleveland est l'une des villes les plus dynamiques des États-Unis. Hewitt & Tuttle profite de cette prospérité générale. De l'ouest du pays, elle fait venir des grains. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.